Nous avons tous un comportement que nous aimerions changer chez nous. Et nous voulons certainement tous aider quelqu'un d'autre à changer son comportement de manière positive. Il peut s'agir de votre enfant, de votre conjoint ou de votre collègue. Je souhaite donc vous faire part de nouvelles recherches qui, selon moi, révèlent quelque chose de très important sur ce qui pousse les gens à changer de comportement. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Mais avant de faire cela, faisons un zoom sur une stratégie que vous utilisez probablement beaucoup. Disons que vous essayez de vous empêcher de grignoter. Que dites-vous ? Eh bien, la plupart des gens dans un monologue vont dire « Attention, tu vas devenir gros ». Et si c'était votre enfant, vous lui diriez probablement que fumer tue et qu'au passage, il va avoir de gros problèmes. Donc ce que nous essayons de faire ici, c'est de nous effrayer et d'effrayer les autres pour qu'ils changent leur comportement. Et il n'y a pas que nous. Les avertissements et les menaces sont vraiment courants dans les campagnes de santé, dans la politique. C'est parce que nous partageons tous cette croyance profondément ancrée que si l'on menace les gens, si l'on suscite la peur, cela les incitera à agir. Et cela semble être une hypothèse vraiment raisonnable. Sauf que la science montre que les avertissements ont un impact très limité sur le comportement. Ainsi, les images graphiques sur les paquets de cigarettes, par exemple, ne dissuadent pas les fumeurs de fumer, et une étude a révélé qu'après avoir regardé ces images, les fumeurs ont en fait cessé de fumer. Je ne dis donc pas que les avertissements et les menaces ne fonctionnent jamais, mais je dis qu'en moyenne, ils semblent avoir un impact très limité. Et donc la question est, pourquoi ? Pourquoi sommes-nous résistants aux avertissements ? Eh bien, si vous pensez aux animaux, lorsque vous induisez la peur chez un animal, la réaction la plus courante est de se figer ou de fuir. Se battre, pas autant. Et donc les humains sont pareils. Si quelque chose nous effraie, nous avons tendance à nous fermer et à essayer d'éliminer les sentiments négatifs. Nous pouvons donc utiliser des rationalisations. Par exemple, vous pouvez dire « Mon grand-père fumait. Il a vécu jusqu'à 90 ans, j'ai donc de très bons gènes et je n'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. » Et ce processus peut en fait vous faire vous sentir plus résilient qu'avant. C'est pourquoi les avertissements ont parfois cet effet boomerang. Dans d'autres cas, nous mettons simplement la tête dans le sol. Prenez le marché boursier par exemple. Savez-vous quand les gens sortent la tête du sol pour regarder leur compte ? Pas pour faire une transaction, juste pour se connecter et vérifier leur compte ? Donc ce que vous voyez ici en noir, c'est le S&P 500 sur 2 ans. Et en gris, c'est le nombre de fois où les gens se sont connectés à leur compte juste pour vérifier. Et ce sont les données de Carlson, Lowenstein et Seppi. Elles contrôlent leurs données pour tous les facteurs de confusion évidents. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Lorsque le marché est élevé, les gens se connectent tout le temps. Car les informations positives vous font vous sentir bien, donc vous les recherchez. Et quand le marché est bas, les gens évitent de se connecter. Parce que les informations négatives nous font nous sentir mal, donc nous essayons de les éviter complètement. Et tout cela est vrai, tant que les mauvaises informations peuvent raisonnablement être évitées. Ce que vous ne voyez pas ici, c'est ce qui s'est passé quelques mois plus tard, lors de l'effondrement financier de 2008, lorsque le marché a chuté de façon spectaculaire et que les gens ont commencé à se connecter frénétiquement. Mais il était un peu trop tard. Vous pouvez donc envisager les choses ainsi. Il n'y a pas que la finance. Dans de nombreux domaines de notre vie, nous avons des signes d'alerte et de mauvais comportements. Et ils pourraient potentiellement conduire à tous ces mauvais résultats plus tard. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Parce qu'il y a différentes routes entre votre présent et votre avenir, n'est-ce pas ? Ça peut aller par ici, ça peut aller par là. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous recueillez de plus en plus d'informations sur l'endroit où le vent souffle. Et à tout moment, vous pouvez intervenir et vous pouvez potentiellement changer le résultat. Mais cela demande de l'énergie et vous pourriez vous dire « À quoi bon s'inquiéter de quelque chose qui pourrait arriver ? Cela pourrait ne pas arriver. » Jusqu'à ce qu'on arrive à ce point. À ce moment-là, on se jette dans l'action, mais parfois, c'est un peu trop tard. Nous avons donc voulu savoir dans mon laboratoire quel type d'informations fuit chez les gens.
Nous avons donc mené une expérience dans laquelle nous avons demandé à une centaine de personnes d'estimer la probabilité de 80 événements négatifs différents qui pourraient leur arriver dans le futur. Donc par exemple, je pourrais vous demander quelle est la probabilité que vous souffriez d'une perte d'audition dans le futur. Et disons que vous pensez que c'est environ 50%. Ensuite, je vous donne l'avis de 2 experts différents. Donc l'expert A vous dit « Vous savez, pour quelqu'un comme vous, je pense que c'est seulement 40%. » Il vous donne donc une vision plus optimiste de votre avenir. L'expert B dit « Vous savez, pour quelqu'un comme vous, je pense que c'est plutôt 60%. C'est pire. » Il vous donne donc une vision plus sombre de votre avenir. Que devez-vous faire ? Eh bien, vous ne devriez pas changer vos croyances, n'est-ce pas ? Faux. Ce que nous constatons, c'est que les gens ont tendance à changer leurs croyances en faveur d'une opinion plus souhaitable. En d'autres termes, les gens écoutent les informations positives. Maintenant, cette étude a été menée sur des étudiants. Donc vous pourriez vous dire, eh bien, les étudiants sont délirants, n'est-ce pas ? Nous le savons tous. Et sûrement, en vieillissant, nous devenons plus sages. Donc nous avons dit, ok, testons ça. Est-ce que ça se généralise vraiment ? Est-ce que ça s'applique à votre enfant, à votre parent ? Est-ce que ça se généralise à votre conjoint ? Et donc nous avons testé des gens de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 80 ans. Et la réponse a été oui. Dans tous ces groupes d'âge, les gens retiennent les informations qu'ils veulent entendre, comme quelqu'un qui vous dit que vous êtes plus attirant que vous ne le pensez, plutôt que les informations qu'ils ne veulent pas entendre. Et la capacité à tirer des leçons des bonnes nouvelles est restée assez stable tout au long de la vie. Mais la capacité à apprendre des mauvaises nouvelles, elle, change avec l'âge. Nous avons donc constaté que les enfants et les adolescents étaient les moins aptes à apprendre des mauvaises nouvelles, et que cette capacité s'améliorait au fur et à mesure que les gens vieillissaient. Mais ensuite, vers l'âge de 40 ans, vers le milieu de la vie, elle a recommencé à se détériorer. Cela signifie donc que les populations les plus vulnérables, les enfants et les adolescents d'une part, et les personnes âgées d'autre part, sont les moins à même de tirer des enseignements précis des avertissements. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que l'âge n'a pas d'importance. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ou 60 ans, tout le monde retient davantage les informations qu'il souhaite entendre que celles qu'il ne souhaite pas entendre. Et donc, nous finissons par avoir une telle vision de nous-mêmes. Et notre erreur, en tant qu'enseignant, mentor et employeur, est qu'au lieu de travailler avec cette image positive que les gens s'efforcent de maintenir, nous essayons de leur mettre un miroir clair devant les yeux. Nous leur disons, vous savez, l'image va juste devenir de pire en pire, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que le cerveau va essayer frénétiquement de déformer l'image, en utilisant Photoshop et des lentilles sophistiquées, jusqu'à ce qu'il obtienne une image qui lui convienne. Mais que se passerait-il si nous allions dans le sens du fonctionnement de notre cerveau, et non à son encontre ? Prenez le lavage des mains par exemple. Nous savons tous que le lavage des mains est le premier moyen de prévenir la propagation des maladies, et c'est très important dans les hôpitaux. Ainsi, dans un hôpital des États-Unis, une caméra a été installée pour voir à quelle fréquence le personnel médical se désinfecte les mains avant et après être entré dans la chambre d'un patient. Le personnel médical savait qu'une caméra était installée. Néanmoins, seul 1 sur 10 s'est lavé les mains avant et après être entré dans la chambre d'un patient. Mais ensuite, une intervention a été introduite. Un tableau électronique qui indiquait au personnel médical la qualité de son travail. Chaque fois que vous vous laviez les mains, les chiffres montaient à l'écran et vous indiquaient votre taux pour votre équipe actuelle et le taux du personnel de la semaine. Et que s'est-il passé ? Boum ! La conformité est passée à 90%, ce qui est absolument incroyable. Et le personnel de recherche a été stupéfait également. Et ils ont fait en sorte de reproduire l'expérience dans une autre division de l'hôpital. Encore une fois, les mêmes résultats. Alors, pourquoi cette intervention fonctionne-t-elle si bien ? Elle fonctionne bien parce qu'au lieu d'utiliser des avertissements sur les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le futur, comme la maladie, elle utilise 3 principes dont nous savons qu'ils dirigent réellement votre esprit et votre comportement. Laissez-moi vous expliquer. Le premier est celui des incitations sociales.
Dans l'étude de l'hôpital, le personnel médical pouvait voir ce que les autres faisaient. Ils peuvent voir les taux de l'équipe, le taux de la semaine. Nous sommes des personnes sociales. Nous nous intéressons vraiment à ce que font les autres. Nous voulons faire la même chose et nous voulons les faire mieux. Cette image est tirée d'une étude que nous avons menée sous la direction de Mika Edelson, étudiant en doctorat, et elle montre un signal dans le centre émotionnel de votre cerveau lorsque vous entendez l'opinion des autres. Nous avons découvert que ce signal permet de prédire la probabilité que vous vous conformiez ultérieurement à l'opinion des autres et que vous changiez de comportement. Le gouvernement britannique utilise donc ce principe pour inciter les gens à payer leurs impôts à temps. Dans une ancienne lettre qu'ils envoyaient aux personnes qui oubliaient de payer leurs impôts à temps, ils se contentaient de souligner combien il était important de payer les impôts, et cela n'aidait pas. Ensuite, ils ont ajouté une phrase. Et cette phrase disait « En Grande-Bretagne, 9 personnes sur 10 paient leurs impôts à temps ». Cette phrase a permis d'augmenter de 15% le taux de respect des obligations fiscales au sein de ce groupe. Et l'on estime que cela a rapporté 5,6 milliards de livres au gouvernement britannique. Ainsi, mettre en évidence ce que font les autres est une incitation très forte. L'autre principe est celui des récompenses immédiates. Ainsi, chaque fois que les employés se lavaient les mains, ils pouvaient voir les chiffres augmenter sur le tableau et cela leur faisait du bien. Et le fait de le savoir à l'avance les incitait à faire quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas voulu faire autrement. Cela fonctionne parce que nous accordons plus d'importance aux récompenses immédiates, aux récompenses que nous pouvons obtenir maintenant qu'aux récompenses que nous pouvons obtenir dans le futur. Et les gens ont tendance à penser que c'est parce que nous ne nous préoccupons pas de l'avenir, mais c'est complètement faux. Nous nous préoccupons tous de notre avenir, n'est-ce pas? Nous voulons être heureux et en bonne santé dans le futur, nous voulons réussir. Mais l'avenir est si loin. Je veux dire, peut-être que vous vous comportez mal maintenant et que vous serez bien dans le futur. Et peut-être que vous serez tout à fait mort. Donc, ici et maintenant, vous préférez avoir cette boisson tangible, ce T-bone tangible, plutôt que quelque chose qui est incertain dans le futur. Si vous y réfléchissez, ce n'est pas tout à fait irrationnel, n'est-ce pas? Vous choisissez quelque chose de sûr maintenant plutôt que quelque chose d'incertain dans le futur. Mais que se passe-t-il si vous récompensez les gens maintenant pour des actions qui seront bonnes pour eux dans le futur? Des études montrent qu'en donnant aux gens des récompenses immédiates, ils sont plus susceptibles d'arrêter de fumer, de commencer à faire du sport. Et cet effet dure au moins 6 mois. Parce que le fait de ne pas fumer devient associé à une récompense. Et le fait de faire du sport devient associé à une récompense, et cela devient une habitude, un style de vie. Ainsi, nous pouvons nous récompenser et récompenser les autres maintenant pour avoir un comportement qui sera bon pour nous à l'avenir, et c'est une façon pour nous de combler le fossé temporel. Et le troisième principe est le suivi des progrès. Le tableau électronique a donc attiré l'attention du personnel médical sur l'amélioration de ses performances. Voici une image tirée d'une étude que nous avons menée, qui vous montre une activité cérébrale suggérant un codage efficace d'informations positives sur l'avenir. Et ce que nous avons découvert, c'est que le cerveau fait un très bon travail à cet égard, mais qu'il ne fait pas un aussi bon travail pour traiter les informations négatives sur l'avenir. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous essayez d'attirer l'attention des gens, vous pourriez vouloir souligner le progrès et non le déclin. Donc, par exemple, si vous prenez cet enfant avec la cigarette, vous pourriez lui dire « Tu sais, si tu arrêtes de fumer, tu deviendras meilleur en sport. » Soulignez les progrès, pas le déclin. Avant de résumer, permettez-moi de partager avec vous cette petite anecdote. Il y a quelques semaines, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé cette facture sur mon frigo. J'ai été très surprise car il n'y a jamais de facture sur mon frigo. Alors je me suis demandé pourquoi mon mari avait décidé de mettre ça sur notre frigo. En examinant la facture, j'ai compris qu'il visait à m'inciter à utiliser l'électricité de manière plus efficace. Et comment s'y prenait-il? Des incitations sociales, des récompenses immédiates et un suivi des progrès. Laissez-moi vous montrer. Voici les incitations sociales. En gris, la consommation d'énergie de la moyenne des habitants de mon quartier. En bleu, ma consommation d'énergie. Et en vert, le voisin le plus efficace. Et ma réaction immédiate a été « je suis un peu mieux que la moyenne ». Un tout petit peu, mais quand même. Et mon mari a eu exactement la même réaction. Et
je veux atteindre la barre verte. Et là, j'ai eu un smiley. C'était ma récompense immédiate et il me disait « Tu fais bien ». Et ça m'a donné envie de mettre ça sur mon frigo. Et même si je n'ai qu'un seul smiley, je vois qu'il y a une possibilité d'en avoir 2. Donc il y a une possibilité de progrès. Et cela me montre mes progrès tout au long de l'année. Comment ma consommation d'énergie change tout au long de l'année. Et la dernière chose que cette facture m'a apporté, elle m'a donné un sentiment de contrôle. Elle m'a donné le sentiment de maîtriser ma consommation d'électricité. Et c'est une chose très importante si vous essayez d'amener les gens à changer leur comportement. Parce que le cerveau essaie constamment de trouver des moyens de contrôler son environnement. C'est l'un des principes de ce que le cerveau fait réellement. Et donc, donner aux gens un sentiment de contrôle est un facteur de motivation très important. Ok, alors qu'est-ce que je ne dis pas ? Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de communiquer les risques. Et je ne dis pas qu'il y a une solution unique pour tous. Mais je dis que, si nous voulons motiver le changement, nous devrions peut-être repenser la façon dont nous le faisons. Parce que la peur de perdre sa santé, la peur de perdre de l'argent, induit l'inaction, alors que l'excitation d'un gain induit l'action. Ainsi, pour changer notre comportement et celui des autres, nous pourrions essayer ces stratégies positives plutôt que les menaces, qui tirent vraiment parti de la tendance humaine à rechercher le progrès. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.